Donc ce soir, la thématique sur l'apnée du sommeil, les apnées du sommeil, le syndrome des apnées du sommeil aussi. Euh, Tout d'abord, vous éteignez bien vos smartphones ou vous mettez en silencieux pour éviter de me déconcentrer parce que je vais avoir beaucoup de mal après. Et surtout, vous ne dormez pas, hein, d'accord? Donc c'est une conférence sur le sommeil, mais il ne faut pas dormir. De toute façon, si jamais j'en vois un qui dort, alors j'ai ça pour le réveiller, hein. Et je ne plaisante pas. Voilà. Vous êtes prévenus. Ça va? Bien, donc en guise d'initiation, là, on va d'abord se concentrer sur des choses essentielles. Donc vous avez ici le plan de la salle, vous avez tout en haut le rectangle, c'est la scène ici devant, donc c'est là où moi je suis actuellement. Ensuite, là c'est vous, là où vous êtes installés. Vous avez les issues de secours. En plus, il y a des gens qui travaillent dans la sécurité ce soir, donc elles vont être heureuses que je parle de ça. Et puis, il y a les OEC, hein, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas venus ici, c'est ça pour qui c'est la première fois. Donc voilà, comme ça vous savez. Alors là, dans le fond, après, il y aura le buffet, mais il va falloir tenir le coup jusqu'à la fin pour y accéder, hein. Buffet salé, sucré, donc il y en aura pour tous les goûts. Le buffet est fourni par le restaurant Baijiu. Qui ne connaît pas le restaurant Baijiu? Non, non, franchement, non. C'est ici à Péruwé, hein, c'est près de la Grand Place, hein, il faut y aller, hein, s'il vous plaît. Bon, maintenant vous êtes avertis. Bien, donc je remercie aussi les sponsors. Donc il y a Destock Ceram, fourniture de carrelage en tout genre. Moi-même, j'ai fait appel récemment. Donc il y a des très beaux carrelages, même imitation marbre, splendide. Immobilière, la belle propriété, si vous voulez vendre ou acheter un bien, et là où vous mettrez du carrelage forcément. Et alors il y a Michael Aumerin, donc entrepreneur bien connu de la région, pour tout ce qui est rénovation, travaux, etc. Donc merci à eux de soutenir un petit peu ces conférences qui sont gratuites pour vous, mais ça coûte quand même un peu d'argent pour les organiser. Donc merci à eux. Si jamais il y a d'autres qui veulent souhaiter sponsoriser, vous êtes les bienvenus évidemment. Alors, conférence gratuite, mais il y a quand même un objectif derrière la conférence, c'est-à-dire que vous êtes, si vous le souhaitez, vous pouvez donner, faire un petit don pour une œuvre humanitaire avec laquelle je suis occupé là pour l'instant depuis quelques années. C'est la construction d'un centre médical à Calais, c'est en RDC, en République démocratique du Congo. Donc on est occupé de faire construire un centre médical. Bon, avec toute l'actualité, avec les conflits, etc., c'est pas évident. On avance vraiment petit à petit, mais voilà, à terme, la projection de l'architecte, ce serait d'avoir un centre comme ça. C'est vraiment un vrai petit hôpital, une vraie petite clinique assez complète. Donc voilà. Donc pour l'instant, voilà, on a fini les fondations des deux premiers pavillons, donc l'accueil, la réception et le bâtiment qui comprendra les lieux de consultation, gynéco, médecine générale, chirurgie, etc. Donc voilà, on avance, on a une équipe là-bas sur place qui s'occupe de ça. Donc voilà, si jamais après la conférence à la fin, vous êtes vraiment super ravi de la conférence, il y a une petite urne là-bas, vous allez glisser un petit billet, un gros billet évidemment, pour nous soutenir. Merci beaucoup. Alors, d'habitude, donc ici à Péruwé, on organise depuis l'année passée des conférences qui ont lieu à peu près toutes les 6 semaines. On a eu un architecte, on a eu une juriste, on a eu un psychopédagogue, on a eu encore d'autres personnes. Et donc, voilà, l'objectif, c'est de tous les 6 mois pouvoir proposer à la ville quelque chose qui va redynamiser un petit peu cette ville de Péruwé et apporter un peu de culture. Alors, cette fois-ci, en général, c'est moi qui fais la première partie des conférences. Cette fois-ci, c'est moi qui fais ma propre première partie. Comme ça, si jamais voilà, vous n'êtes pas content, ben, je m'en prendrai à moi-même. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, moi, je suis le docteur Christian Mostosi. Je suis médecin, donc j'ai fait une partie de mes études à Mons, à l'UMH à l'époque. Maintenant, c'est l'université de Mons. Ensuite, j'ai complété avec l'université libre de Bruxelles et j'ai fini diplômé médecin en 2005. J'ai fait des études spécialisées en conseil en prévention médecin du travail à l'UCL. J'ai complété par une formation en tabacologie au FARES à Bruxelles. Puis j'ai fait une formation de certificat de spirométrie, donc c'est un test pulmonaire. Je l'ai fait à l'université de Liège. Et puis après, j'ai fait d'autres petites formations à gauche à droite. Donc j'ai suivi un cours de toxicologie industrielle et médicale à Paris. J'ai suivi aussi une formation sur tout ce qui était prélèvement et banque de tissus et d'organes
à Barcelone, à l'université de Barcelone. Et j'ai fait une formation, en fait c'est un certificat de ce qu'on appelait avant la médecine de catastrophe. Donc maintenant c'est gestion multidisciplinaire des situations d'exception. Voilà, donc moi je suis médecin du travail, donc pour résumer, j'ai travaillé 12 ans dans un service externe et puis après j'ai démissionné, j'étais voir ailleurs ce qu'il y avait d'intéressant. Et donc à ce jour, je suis dans un autre service et durant voilà, presque 20 ans de carrière, j'ai réalisé presque plus que 200 visites de lieux de travail, donc des entreprises, des chantiers, en Belgique et aussi à l'étranger. J'étais notamment en Croatie, j'ai été invité en Lituanie aussi pour visiter des entreprises, etc. Voilà, ça c'était pour moi. Alors maintenant, on va commencer, on va se mettre dans le bain. Les apnées du sommeil, dépister ce syndrome à temps. Alors, qui se sent concerné par ça? Ouais, il y a quelques mains, ouais, ça commence à se lever. Ok, super. Pour ceux qui ne se sentent pas concernés, ben, peut-être que ça vous concerne quand même aussi. Donc, vous êtes bien fait de venir. Alors, peut-être que votre conjoint se plaint de vos ronflements la nuit. Ouais, j'en vois déjà qui sourit, qui se tourne vers le partenaire. Souvent, c'est l'homme, mais ça peut être aussi la femme. Hein. Voilà. Alors, peut-être que le matin, vous avez cette tête. Hein, on connaît tous quelqu'un qui a cette tête le matin. Si vous connaissez vraiment personne, c'est peut-être que c'est vous, en fait, qui avez cette tête. Donc voilà, et il faut du temps pour vous sortir de votre torpeur de la nuit. Vous mettez du temps à vraiment retrouver vos esprits. Vous faut absolument votre café pour vous réveiller, etc. Voilà, c'est vraiment ce pauvre monsieur Hibou. Peut-être que vous avez la quarantaine ou plus. Et d'après ce que je vois dans le public, vous avez la quarantaine ou plus. Voilà, il y a quelques jeunes quand même. Voilà, merci d'être là. Mais voilà, donc vous êtes probablement très concernés par tout cela. Alors, de manière inhabituelle, je vais commencer par les conclusions de la conférence. Alors, comme ça, si vous en avez déjà marre, vous pouvez déjà rentrer chez vous. Ma conclusion, c'est que tous les travailleurs dans le monde du travail devraient être dépistés. Alors, je parle du monde du travail parce que forcément, je suis médecin du travail et que ça me concerne en premier lieu. Mais toute la population générale aussi, par extension, devrait être dépistée sans attendre. Alors, notamment, en priorité, ce qu'on appelle dans notre jargon à nous les postes de sécurité ou les postes de vigilance ou les travailleurs postés. Alors, c'est quoi un poste de sécurité? Un poste de sécurité, c'est un travailleur qui va conduire une machine, un engin, un véhicule. Donc, c'est un chauffeur de camion, national, international. C'est par exemple un grutier. Donc, tous ces gens-là, c'est ce qu'on appelle dans le jargon les travailleurs en poste de sécurité. Ces travailleurs doivent être dépistés prioritairement, selon moi. Les travailleurs qui ont un poste de vigilance, ça vous dit peut-être rien, parce que finalement, il faut être vigilant n'importe quel travail qu'on fait. C'est juste, même si vous êtes derrière un écran, il faut quand même être vigilant, parce que si vous tombez endormi, ça ne va pas bien. Les travailleurs de vigilance, en fait, c'est notamment ceux qui travaillent derrière les écrans, qui doivent surveiller des installations, notamment les agents de sécurité, qui doivent surveiller des installations industrielles pour voir s'il n'y a pas des intrusions, s'il y a bien les machines qui fonctionnent bien comme il faut. C'est des gens qui doivent avoir une attention soutenue. Les contrôleurs aériens, c'est vraiment l'exemple le plus courant. Eux, ils travaillent 30-40 minutes d'affilée, mais pendant ces 30-40 minutes-là, voilà, ils ne peuvent pas décrocher l'écran des yeux. Hein, donc il faut vraiment qu'ils soient concentrés. Et alors les travailleurs postés, ou ce qu'on appelle aussi les travailleurs qui ont un horaire atypique, ou les travailleurs à pause, donc tous ces gens-là qui travaillent le matin, l'après-midi, la nuit, etc., qui font des chantiers la nuit, par exemple, ben, voilà, ces trois postes-là, ces trois fonctions-là, prioritairement, devraient être dépistées. Alors, dormir, pourquoi pas? Mais d'abord, pourquoi dormir? Alors, c'est quoi les rôles du sommeil? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question, finalement, pourquoi je dors? Oui, je dors pour récupérer, mais c'est vraiment nécessaire. Nécessaire, premièrement, à la croissance et à la maturation du système nerveux chez l'enfant. Donc les psychopédagogues doivent connaître ça parce qu'ils savent que voilà, les enfants, ben, il y a une croissance, il y a une maturation du système nerveux. Et puis le sommeil, c'est indispensable aussi à la récupération de la fatigue physique et nerveuse. Donc la fatigue physique et la fatigue psychologique. Parce que vous pouvez vous sentir fatigué, avoir envie de dormir, mais finalement, voilà, vous avez l'impression d'avoir encore plein d'énergie.
Ou à contrario, vous pourriez avoir fait 1 heure de salle de sport, vous sentez que votre corps, lui, n'en peut plus, mais mentalement, vous êtes encore bien, vous êtes encore lucide et il n'y a pas de souci. Donc c'est vraiment 2 fatigues différentes. Le sommeil est important aussi parce que durant le sommeil, il y a une sécrétion d'hormones et il y a une production en fait par le cerveau de molécules indispensables à l'organisme. Et alors, ça permet aussi d'organiser les informations qui sont enregistrées pendant la journée. Donc, on organise, on classe, on range. On dit souvent aux étudiants, il faut bien dormir parce que ça vous permet d'organiser ce que vous avez appris. Eh bien, c'est tout à fait ça. Donc, ce n'est pas une astuce de grand-mère, c'est quelque chose de vrai. Mais ça permet aussi de nettoyer. Le cerveau, en fait, il va nettoyer les déchets métaboliques qui sont produits durant la journée, éventuellement certaines toxines. Et alors, ça permet de fixer la mémoire. Donc voilà, vous avez déjà des rôles très importants dans la vie de tous les jours. Donc, on considère qu'en fait, sur une journée de 24 heures, le sommeil, ça occupe, en tout cas, ça devrait occuper 1/3 de notre vie. Donc, pour ceux qui atteindront 100 ans, ils ont passé 30 et quelques années à dormir. Ceux qui partiront avant, sont un petit peu moins. Alors, mais pourquoi aussi on dort? En fait, il y a ce qu'on appelle la théorie du sablier. En fait, plus je reste réveillé, plus j'ai envie de dormir. C'est juste. Plus vous allez vous coucher tard, plus vous avez envie de dormir. Et en fait, vous allez simplement retourner le sablier. Dormir, en fait, c'est vraiment récupérer. On recharge en fait ses batteries. Alors, on parle de sommeil, mais quels sont les symptômes du sommeil? Est-ce que vous les connaissez? Vous qui dormez aussi, je suppose, comme moi. Les paupières, oui. On fait quoi? On fait des petits signaux. On bâille. C'est très bien, mais j'ai un public d'experts, visiblement. Donc, les symptômes du sommeil, l'envie de dormir se manifeste par le bâillement, comme on l'a dit. On se frotte les paupières, ça picote, on a une baisse de la tension. On sent vraiment qu'on a quelqu'un qui vous parle en face de vous. Vous avez l'impression que vous n'arriverez plus à l'écouter très longtemps. Ou alors peut-être que vous n'êtes plus en train de l'écouter depuis un moment. Il y a un flou de la pensée. Vous commencez à divaguer, à partir, voire même vous commencez déjà un petit peu à rêver. Attention que fatigue ne veut pas dire sommeil. C'est comme je vous l'ai dit. Donc vous pouvez vous sentir fatigué, mais pas forcément avoir envie d'aller vous endormir, d'aller vous coucher. Alors le sommeil est très complexe, et je ne vais pas rentrer dans les détails ce soir, mais il y a plusieurs mécanismes qui réagissent en fait les cycles du sommeil. Alors d'abord, il y a différentes protéines avec des noms très compliqués qui s'accumulent durant la journée en fait, et donc ils vont favoriser la survenue du sommeil. Donc ça va s'accumuler, le cerveau à un moment donné va dire oui, maintenant on a atteint un peu la valeur limite, il est temps d'aller se coucher pour les éliminer. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais il y a aussi des récepteurs, des photorécepteurs, donc des récepteurs à la lumière dans la rétine, qui, à force de recevoir la lumière et en fonction de la variation de lumière, ils vont envoyer une information au cerveau et va lui dire maintenant c'est le moment de fermer boutique. Alors il y a la mélatonine aussi, ça c'est quelque chose qu'on a souvent entendu parler. La mélatonine, c'est une hormone qui est libérée par le cerveau, par une glande bien particulière. Et quand le cerveau voit qu'il y a un peu moins de lumière, quand il commence à faire sombre, cette glande-là va libérer cette mélatonine. Et la mélatonine va dire, bon, maintenant c'est bon, il est temps d'aller se coucher et de se reposer. Et puis il y a aussi le facteur génétique. Parce que finalement, on est tous différents, on a tous notre bagage génétique qui est différent aussi. Et finalement, il y a différents gènes, votre ADN est très différent. Et ça permet de réguler le sommeil. Et chacun va réguler le sommeil, va avoir un rythme bien particulier. Alors quand on parle de rythme, il y a bien ce qu'on appelle un rythme jour-nuit. Donc c'est ce qu'on appelle le rythme circadien ou nictéméral, c'est le rythme jour-nuit. Le jour, on reste éveillé, et puis là, j'en vois déjà qui commencent à bâiller. Donc oui, forcément, il commence à être tard. Ah oui, je vous ai repéré, il commence à être tard, et on a envie d'aller se coucher. La durée de sommeil, en moyenne, elle devrait tourner autour de 7h30. 7h30, 8h, 8h30. Alors après, il y en a qui ont besoin de plus, il y en a qui ont besoin de moins. Il existe ce qu'on appelle les gros dormeurs. Ils vont dormir 10, 11, 12, 13 heures. Et puis, il y a des petits dormeurs qui, avec 5, 6 heures, ils ont assez, c'est suffisant, ils sont suffisamment en forme pour attaquer la journée.
Mais des vrais petits dormeurs, ceux qui disent oh non, moi je dors 4 heures, 5 heures, c'est suffisant, ça existe aussi, mais ce n'est pas aussi fréquent qu'on ne le pense. Il y en a beaucoup qui disent ouais, moi je suis un petit dormeur, mais en fait le week-end, après ils récupèrent, en tout cas ils tentent de récupérer. Alors notre horloge centrale nous pousse à nous endormir surtout vers 1 heure et 5 heures du matin, et aussi entre 14 heures et 16 heures. Donc c'est vraiment les pics où on est le moins vigilant possible. Donc s'il y a des gens qui travaillent la nuit, forcément, ils savent que vers 2-3 heures du matin, c'est vraiment le creux. Et l'après-midi aussi, entre 14 et 16 heures. En général, c'est le moment du goûter. Hein, c'est là où on a besoin d'un petit quelque chose pour se remonter un petit peu. En fait, ça correspond, 14 heures, 16 heures, ça correspond un petit peu au milieu de la journée, même si on prend comme repère midi. Mais comme on se lève vers 6 heures, 7 heures, 8 heures du matin, 14-16 heures, ça correspond à peu près à la moitié de la journée. Et donc c'est normal qu'à ce moment-là, on a ce petit creux. Vers 15 heures, on est moins vigilant. Donc si vous prenez la route, sachez que si vous voulez faire la route des vacances durant la nuit, il y a plus d'accidents la nuit, vers 2 heures, 3 heures du matin, et l'après-midi, c'est aussi plus compliqué. Alors les phases du sommeil, quand vous dormez, en fait, il y a différentes phases. Le cerveau il va rentrer dans différentes phases. D'abord, vous êtes éveillé, puis vous êtes dans le calme, et puis lentement, vous allez commencer à partir dans le sommeil, et vous rentrez dans ce qu'on appelle le sommeil léger. Ça va durer à peu près 20-30 minutes, et puis après, on va rentrer dans le sommeil profond. Là, dans le sommeil profond, en général, vous êtes beaucoup plus difficilement réveillable. On doit vous secouer, on doit vous appeler, dire « allez, réveille-toi ». Et puis après, il y a une petite partie, c'est le sommeil paradoxal. Donc c'est là où vous commencez à rêver. Donc là, vous êtes complètement inerte, vous ne bougez plus. Et vous commencez à rêver. Là, c'est libre champ à toute votre créativité. Et puis, il y a un tout petit micro-éveil. Donc, ce n'est pas que vous vous réveillez. Il y a un petit micro, le cerveau, il y a comme un petit reset. Et puis après, on recommence un nouveau cycle. Et donc, tout ça, en fait, ça dure à peu près 90 minutes en moyenne. Ça veut dire que les étudiants qui font des nuits blanches, qui dorment 1 heure, 1 heure et demie, ils font à peine un cycle. Donc, en fonction de votre durée de sommeil, vous allez faire 3, 4, 5, peut-être 6 cycles de sommeil complet. Donc, on l'a dit, il y a différents types de dormeurs. Les courts dormeurs, les dormeurs beaucoup plus longs. En fait, chacun a son propre rythme qui est influencé par différents facteurs. Il y a l'âge, parce que quand on prend de l'âge, on prend plutôt de l'expérience. On ne va pas dire qu'on prend de l'âge, mais on prend de l'expérience. Mais votre sommeil aussi va commencer à évoluer. Le sexe aussi, les hommes, les femmes, c'est toujours la même chose, il y a toujours une différence. La personnalité, il y a l'hygiène de vie, la consommation d'alcool ou de substances excitantes, café, thé, alcool, médicaments, etc. La vie familiale et sociale, forcément, si vous aimez sortir et avoir une vie bien remplie après vos journées, forcément, vous allez avoir tendance à vous coucher un peu plus tard et donc du coup, vous pouvez grignoter sur votre temps de sommeil. Et l'environnement. Vous êtes dans une chambre où vous entendez les bruits à l'extérieur, il y a une route, il y a le train peut-être, il y a des enseignes lumineuses et votre fenêtre, il n'y a pas un rideau occultant. Tout ça, ça va venir aussi influencer votre qualité de sommeil. Alors, on classe les dormeurs en 3 types. Alors, il y a des gens, ils ont même été classer jusqu'à 5, voire 6 types, mais en général, on classe en 3 types. Donc, c'est ce qu'on appelle les chronotypes différents. Donc, il y a ceux du matin, il y a ceux du soir, et puis il y a ceux qui sont au milieu. Ils ne savent pas vraiment quel choisir. Alors, ceux du matin, on les appelle les alouettes. Ils se lèvent tôt, ils se couchent très tôt. On en connaît, ceux qui déjà à 20 heures, ils commencent à bâiller, alors que pour nous, c'est déjà le début de la soirée seulement, et qui vont se coucher très tôt. Il y en a à 5 heures du matin, ils vont faire du sport. Ils sont performants le matin. Et ils ont un déficit de sommeil important quand il y a une succession de nuits de travail. Si en plus elles travaillent la nuit, ça ne le fait pas. Leur rythme reste dissocié, même après de longues périodes, en travail de nuit. Donc voilà, ça c'est ceux du matin. Ceux du soir, c'est à peu près l'inverse. On les appelle les hiboux. Ils vont vraiment se coucher très tard, voire même minuit, 1 heure du matin, par rapport à ceux qui vont se lever, qui vont se coucher très tôt le soir. Et ils ne se sentent pas fatigués, en général pas avant minuit. Par contre, là, ils sont performants en travail de soirée. Là, le soir, là, ils se réveillent, ils sont, on dirait des psychopathes. Voilà, ils ont plein d'énergie, quoi.
Et alors, ils ont une bonne tolérance au travail de nuit. Forcément, s'ils trouvent un travail de nuit, pour eux, c'est le top. Et puis, à l'entre-deux, là, c'est Jean-Claude Van Damme, ils ont les caractéristiques des deux. Voilà, ils ont à peu près les deux, on ne sait pas vraiment les classer de manière distincte. Manquer de sommeil, c'est dangereux pour la santé. On associe souvent le sommeil avec la fainéantise. Ah, celui-là, il dort beaucoup, c'est un fainéant, etc. Si c'est un grand dormeur, il en a besoin. Parce que manquer de sommeil, ça peut donner des dégâts assez importants. Alors, de manière très synthétique, parce que ça peut aller, on peut aller beaucoup plus loin et approfondir dans les manques du sommeil, les dégâts du manque du sommeil, mais en général, vous allez avoir des troubles de l'humeur. Quelqu'un qui est fatigué, qui veut dormir, il va commencer à devenir irritable. Vous vous calmez si vous commencez à somnoler. Il y a des troubles visuels. On peut commencer à loucher, à voir double. Il y a un ralentissement. Les gens commencent à vraiment... Des troubles de l'attention, forcément. Ça peut aller même jusqu'à des troubles cardiaques pour des personnes qui ont vraiment des rythmes de vie très, très particuliers. Des maux de tête. Mais ça peut aller aussi avec des circonstances beaucoup plus graves. Des expériences qui ont été faites sur des prisonniers. On les privait de sommeil. D'ailleurs, c'est une torture. Ça va jusqu'à la mort. On peut mourir de ne pas avoir dormi. Alors, quel trouble du sommeil existe-t-il? Qu'est-ce que vous connaissez comme trouble du sommeil? Oui, les apnées, mais ça c'est facile, c'est le titre de la conférence. Donc là, les insomnies, oui. Narcolepsie. J'ai vraiment un public d'experts, donc je vais avancer, parce que sinon vous allez me mettre en difficulté. L'insomnie, oui, c'est effectivement le trouble du sommeil numéro 1, c'est le plus fréquent. Alors il y a différents types d'insomnie. L'insomnie d'endormissement, où les gens se mettent vraiment beaucoup de temps pour s'endormir, en général plus d'une demi-heure pour s'endormir, commencent à réfléchir, à ruminer, etc. L'insomnie de maintien, vous vous endormez, et puis après, durant la nuit, vous vous réveillez, parce qu'en fait, vous réfléchissez à un truc, vous dites « Ah oui, je dois encore préparer ça, et ça, et ça, et ça ». Ça n'a rien à voir avec ceux qui se lèvent la nuit pour aller aux toilettes. C'est pas une insomnie. C'est juste des problèmes de prostate pour les hommes. Et alors l'insomnie de réveil, parce qu'il y a des gens qui ils mettent un réveil, et puis après, 1 heure avant l'heure de la sonnerie, ils commencent déjà à se réveiller, ils se disent ah oui, maintenant il faut que je me mette en route. Voilà, ils commencent aussi à s'inquiéter, à angoisser pour certaines choses. En général, l'insomnie, c'est lié au stress, l'anxiété, la nervosité, etc. Appelez ça comme vous voulez, mais c'est la même chose. Après, il y a les apnées du sommeil, ça on va en parler. Il y a des troubles du rythme du sommeil. On a vu les différents rythmes. Forcément, si vous choisissez un travail de nuit alors qu'en fait vous êtes quelqu'un du matin, ça ne va pas. Donc là, il faut trouver aussi les activités, il faut les mettre en... Il faut que ce soit cohérent avec votre rythme à vous. Et ce n'est pas toujours facile. Il y a les cauchemars récurrents. C'est parce que vous faites une fois un cauchemar, mais il y a parfois des cauchemars récurrents. Voilà, ça peut être aussi des troubles du sommeil. Le syndrome des jambes sans repos. Je suis sûr qu'il y en a dans la salle qui en ont. Ne levez pas la main, ce n'est pas la peine. Le somnambulisme, la narcolepsie, vous l'avez dit, et puis les hypersomnies, ceux qui dorment vraiment beaucoup, qui ont vraiment besoin de dormir énormément. Vraiment, ils s'endormiraient partout. Voilà, ça c'est on dresse un petit tableau sur les troubles du sommeil. Alors, le syndrome d'apnée du sommeil, c'est quoi? Donc, syndrome d'apnée du sommeil, SAS, ou parfois aussi SAOS, pour syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Normalement, quand vous respirez, là maintenant, vous respirez normalement, l'air rentre par votre nez, par votre bouche, et puis ça va jusqu'au poumon. Jusque-là, vous me suivez. Il ne faut pas avoir fait médecine pour comprendre ça. On est là. L'air qui rentre, puis ça va au poumon, et puis on la rejette. Il peut y avoir aussi, à un moment donné, il y a un ronflement. Donc, il y a l'air qui rentre, et puis il y a des tissus et une obstruction respiratoire. Et comme il y a une obstruction respiratoire, il y a des tissus qui font obstruction, qui bloquent. L'air va essayer de pousser, et donc ça fait vibrer la tôle. Et donc il y a un ronflement. Et dans les apnées du sommeil, on distingue les apnées, qui sont en fait une obstruction complète, des hypopnées, qui sont une obstruction incomplète. L'air passe quand même un petit peu. Dans l'apnée, il y a vraiment un blocage complet, et donc il n'y a plus d'air qui passe. En général, si la personne se réveille le matin, ça veut dire qu'il y a quand même de l'air qui est passé. Ça veut dire qu'à un moment donné, ça dure quelques secondes,
mais ça peut se répéter. Et donc c'est ça qui peut engendrer des conséquences beaucoup plus graves. Alors, pour ceux qui ont 40 ans, au moins, hommes et femmes, ça vous concerne, parce qu'il y a une étude qui a mis en évidence que à partir de 40 ans, ça touche un homme sur 2 et une femme sur 4. Donc voilà, une petite claque pour vous là ce soir. Ceux qui ont au moins 40 ans, même si vous dites non, moi ça ne me concerne pas, à partir de 40 ans, ça concerne un homme sur 2 et une femme sur 4. Qu'on ronfle ou qu'on ne ronfle pas, ça n'a rien à voir. Il y a des facteurs de risque en fait pour développer cette maladie. Évidemment, les consommations, alcool, médicaments, cigarettes, drogue, etc. Voilà, ça peut avoir une influence et ça peut favoriser la survenue de ce syndrome d'apnée du sommeil. Le poids, le surpoids, après c'est un facteur de risque pour plein de maladies aussi, mais voilà, c'est aussi un facteur de risque pour développer un syndrome d'apnée du sommeil. Et le fait d'avoir des troubles respiratoires. Vous avez une déviation de la cloison nasale, vous avez des polypes, ce qu'on appelait aussi les végétations, vous avez des allergies, etc. Ben, voilà, ça peut faire réagir les muqueuses, ça peut les rendre un peu plus difficiles à faire passer de l'air. Et les conséquences du syndrome d'apnée du sommeil, ben, il y en a plusieurs. Ben, déjà, ça peut vous donner une hypertension, ça peut vous donner du diabète, ça peut favoriser la survenue de diabète, ça triple le risque de faire un AVC, ça double le risque de faire un infarctus, d'avoir des problèmes de cholestérol. Et alors, ben, ça peut donner une dépression, vous avez même un risque qui est multiplié par 6, voire par 7, d'avoir une dépression. Alors forcément, les hommes, après, ils ont une impuissance. Voilà, c'est pas joli, quoi. Donc vous avez bien fait de venir. Là, vous allez voir ce soir, vous allez en apprendre plus. Alors forcément, qui dit syndrome d'apnée du sommeil, bah, dit dormir moins bien. Et donc dormir moins bien, bah, vous êtes beaucoup plus fatigué. Beaucoup plus fatigué, c'est beaucoup moins vigilant durant la journée. Et moins vigilant, c'est plus de risque d'accident. Alors, maintenant, comment on fait? Parce qu'on a vu un petit peu, voilà, vous avez compris le syndrome d'apnée du sommeil, les troubles du sommeil. On a vu par quoi c'est favorisé, qu'est-ce que ça peut donner, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment on sait si on l'a ou pas? Eh bien, il faut passer par le diagnostic, le dépistage. Le diagnostic, il y a ce qu'on appelle le gold standard, donc c'est vraiment le test qui est vraiment reconnu officiellement dans le monde, qui est la polysomnographie. Donc polysomnographie, c'est le terme compliqué pour dire le test du sommeil, ou le labo du sommeil. Donc là, vous voyez Jean-Michel qui est très content parce qu'il a plein de capteurs partout. Électroencéphalogramme, électrocardiogramme, ceinture thoracique pour voir les mouvements respiratoires. On ne le voit pas, mais il a un saturomètre au doigt aussi, etc., etc. Alors, à côté, il y a un de ses copains à lui qui, lui, par contre, il a choisi le moyen Brizzy. C'est développé par une société belge. Et là, vous avez 2 capteurs simplement, un sur le front et un sur le menton. Et ça permet de voir les mouvements de la mandibule pour savoir si vous faites des apnées ou des hypopnées. Moi, depuis 2019, j'ai choisi d'utiliser un autre moyen de dépistage, c'est le Sunrise. Alors c'est bien parce que c'est belge aussi, c'est développé par une société de Namur, qui a une précision de 95% par rapport à un test de sommeil qui est fait en clinique, à l'hôpital, par rapport à ce que ça mesure. Évidemment, il y a moins de capteurs, il y a juste un petit capteur ici à mettre sur le menton, mais par rapport à ce que ça mesure, c'est vraiment très précis, c'est efficace, c'est fiable. Je signale juste que je n'ai aucun conflit d'intérêt, je ne suis pas payé par la firme, je ne reçois pas d'argent ou de bouteilles de champagne pour en faire la promotion, je suis tout à fait indépendant. Mais depuis 2019, je bosse avec eux et je propose ça aux entreprises. Alors c'est là que j'ai besoin de mon assistante préférée. Où est-ce qu'elle s'est planquée? Nathalie. Comme ça, je vous montre comment ça fonctionne. Donc vous pouvez vous procurer en fait un kit. Vous allez sur le site de l'entreprise. Ça coûte 250 € et vous recevez un kit comme ceci. Alors à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez de la lecture. Pour savoir comment l'utiliser, il faut installer une application. Vous créez votre compte. Vous encodez toute une série de données. Et puis après, vous faites une nuit de test. Pardon. Vous faites une nuit de test avec un capteur de ce genre-ci.
Je vais te l'installer pour qu'on puisse montrer à ces messieurs et ces mesdames comment ça fonctionne. Alors, vous avez une petite languette autocollante qu'il faut enlever. À partir du moment où on l'enlève, en fait, ça va activer le capteur. Tu vas m'aider. Voilà. On va venir le placer ici, comme ceci. Vous voyez que c'est très simple, hein. Ça ne demande pas Bac+5. Et puis après, peut-être pour ceux qui sont barbus, ça colle un peu moins. Mais si vous êtes agité, tu es agité pendant la nuit. Hein. Oui, tu es agité pendant la nuit. On va coller un petit collant, c'est fourni avec la boîte, c'est fourni avec le kit. On va coller un petit quelque chose pour éviter que le capteur ne tombe. Parce qu'évidemment, s'il se décroche, ben, on ne mesure plus rien. Vous êtes d'accord, hein? Ouais, elle travaille en pharmacie, donc elle connaît tous les pansements. Hein. Entre-temps, vous pouvez parler entre vous. Je suis occupé. Voilà, on y est arrivé. Hein. Un petit applaudissement quand même pour elle. Hein. Les questions, après, il y aura un temps pour les questions et réponses. Voilà, donc vous avez le capteur ici. Alors, vous vous dites, ça fait quoi ce capteur finalement? Oui, hein, c'est juste. Hein. Vous vous dites, ça fait quoi ce capteur finalement? Merci de poser la question. Alors, on sait que durant la nuit, quand vous avez des apnées ou des hypopnées, en fait, je vous ai expliqué qu'il y a un blocage en fait, au niveau de la respiration. Ça veut dire que comme il y a l'obstruction, ça va venir bloquer la respiration. Si vous respirez moins bien, ben, votre corps il est moins bien oxygéné. Donc, vous allez désaturer. Si vous mettez le saturomètre au doigt, vous allez voir que vous allez désaturer. Et en fait, cette désaturation va activer le cerveau. Et le cerveau, lui, il va se réveiller, c'est le micro-éveil. Et il va donner une information à la mandibule pour essayer de bouger et désobstruer. Et donc, en fait, ce capteur, il va mesurer, il va identifier et mesurer les micro-mouvements mandibulaires. Et ces micro-mouvements mandibulaires, ça a été étudié, il y a eu plein de publications là-dessus. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, hein, ce n'est pas un gadget vendu sur le marché. Hein. Ces micro-mouvements mandibulaires, on sait très bien que c'est corrélé avec les apnées et les hypopnées. Donc en fonction des mesures qu'on va récolter durant la nuit de sommeil, on va savoir que la personne, eh ben, elle a fait des apnées ou des hypopnées. En tout cas, elle a eu des obstructions respiratoires. Donc c'est mesuré, ce n'est pas estimé, c'est mesuré. Il y a d'autres choses qui vont être estimées, mais en tout cas pour les événements obstructifs respiratoires, c'est mesuré. Voilà, maintenant, tu le gardes toute la soirée, comme ça tu pourras le montrer aux gens qui seront intéressés. Merci beaucoup. On l'applaudit encore une fois. Et donc, quand vous allez faire ce test à la maison, hein, vous le commandez, vous le recevez, vous le faites, c'est très simple, c'est très facile. Vous allez juste vous battre un petit peu avec le pansement, mais voilà, sans plus. Vous avez sur votre smartphone les résultats qui vont apparaître le lendemain matin. Donc le lendemain matin, vous vous réveillez, vous clôturez le test, vous éteignez l'application, et donc le process prend 20-30 minutes, vous avez vos résultats. Donc plus besoin d'attendre le médecin, la consultation, après un mois, etc. Vous avez directement les résultats. Moi, quand je passe commande pour les salariés à qui je le propose, eh ben, quand ils ont fini la nuit de sommeil, dès que les résultats sont sortis, je reçois une notification. Et donc, en général, entre 6 et 8 heures du matin, je reçois un mail et je peux aller me connecter et aller voir déjà les résultats. Donc, c'est très rapide. Une application concrète,
c'est que j'ai mis ça en place chez Total Energy. Donc ça, je peux citer puisque ça fait l'objet d'une conférence de presse. C'est passé à la télé, dans les médias, etc. Oui, je suis un petit peu célèbre. Donc en fait, à ce moment-là, c'était vraiment une phase de test. J'ai reçu un budget pour 20 tests dans cette entreprise, chez qui je suis médecin du travail, et on avait commencé en 2019. Et à la fin de l'année, j'ai dit au directeur, bah, écoutez, moi, finalement, j'en ai recruté un petit peu plus. Qu'est-ce que je fais? On arrête là ou alors je peux leur proposer aussi de passer le test? Et finalement, ça a été étendu, ça a été renouvelé. Et donc, en fait, depuis ce moment-là, dans cette entreprise, je continue à proposer le test chez ceux chez qui c'est indiqué, évidemment. Je ne propose pas à n'importe qui, juste pour le plaisir. Puis après, j'ai eu la chance aussi de le proposer à d'autres entreprises. Et on a des résultats très intéressants. Donc, en pratique, comment ça s'est passé? En fait, les sujets qui présentaient des signes ou des symptômes cliniques, je leur proposais de passer le test. Donc, évidemment, ils étaient volontaires. Puisqu'ils sont volontaires, il y avait un consentement éclairé. Donc, il y avait un document qu'ils signaient pour dire, voilà, j'ai bien compris que je suis volontaire pour bénéficier de ce test. Ça n'avait pas de conséquences si jamais ils refusaient. Et les données sont uniquement disponibles par le médecin et par le travailleur, par la personne qui passe le test. Le médecin traitant peut avoir accès à ces données si le travailleur donne l'accès à son médecin traitant. Donc j'avais élaboré tout un flowchart, donc tout un algorithme décisionnel pour savoir à qui je pouvais le proposer ou pas. Mais ça, on ne va pas passer en revue, ça ne vous sert à rien. Et voilà, j'ai des résultats au 1er septembre 2021. Maintenant, j'ai des résultats beaucoup plus récents, mais on est encore en train de les traiter avec une statisticienne parce que j'ai dépassé les 100 résultats complets. Donc, au 1er septembre 2021, j'avais 70 sujets volontaires qui étaient volontaires pour faire le test, mais finalement, j'en avais que 39 résultats complets. Donc, je vais vous montrer très brièvement les résultats pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça fait, en fait, de faire ce test. Et de manière générale, qu'est-ce que ça fait de passer un test du sommeil? Parce que finalement, mon objectif ce soir, ce n'est pas de vous vendre des capteurs, parce que moi, j'y gagne rien de toute façon, mais de pouvoir vous éveiller un petit peu à cette problématique. Tout d'abord, il faut savoir que les scores qu'on obtient, les résultats, il y a différents scores. Donc, il y a ce qu'on appelle le RDI, donc c'est l'indice de troubles respiratoires obstructifs. Alors, l'Académie américaine de médecine du sommeil classe de cette façon. Si on a moins de 5 événements de l'heure, donc les événements, en fait, c'est une apnée complète, incomplète ou une apnée mixte ou un autre type d'événement obstructif respiratoire. Si on en a moins de 5 par heure, c'est tout à fait normal. Si on a entre 5 et moins de 15, c'est déjà un syndrome d'apnée du sommeil léger. Entre 15 et inférieur à 30, c'est modéré. Et à partir de 30 événements de l'heure, là, c'est sévère. En général, là, vous ne le loupez pas, c'est la CPAP directe. Alors, la firme ici qui a développé ça, avec les études qu'ils ont faites, ils ont déplacé un petit peu les seuils et ils sont un petit peu plus cool en fait. Ils n'ont pas mis inférieur à 5 en étant normal, ils disent si c'est inférieur à 7,6, c'est normal. Donc ça veut dire que si on a 7,6, pour eux, c'est déjà signe qu'il y a un syndrome d'apnée du sommeil. Alors que pour l'Académie américaine de médecine du sommeil, pour eux, vous êtes déjà en apnée légère. Et ainsi de suite. Donc, ils ont déplacé un petit peu les seuils. Alors, les scores que j'avais obtenus, vous allez voir la différence, c'est que si je prends le classement par l'Académie américaine de médecine du sommeil, j'avais 3 qui étaient normaux, qui n'avaient pas de syndrome d'apnée du sommeil, 25 sujets qui avaient un syndrome léger, 11 sujets qui avaient un syndrome modéré et aucun qui avait un sévère. Donc, ça fait 92% des sujets que j'ai testés, donc à qui j'ai proposé le test, sur base des signes, des symptômes, etc., qui ont fait le test. Et j'en ai 92 qui sont malades. 92%. Okay. Si je prends le classement par l'entreprise ici, Sunrise, qui, je vous l'ai dit, sont un petit peu plus cool, donc ils ont déplacé un petit peu les seuils. Si j'applique ce score-là, j'en ai 9 qui sont tout à fait normaux, et puis j'en ai 14 où là, il y a un syndrome d'apnée du sommeil, et 16 qui ont un seuil encore plus élevé, où là, c'est très clair, il y a un syndrome d'apnée du sommeil, qu'ils aient un signe, un symptôme ou des facteurs de comorbidité. Et donc, en fait, j'arrive à un résultat de 76%.
Donc c'est un petit peu moindre, mais dans tous les cas, ça veut dire que j'ai entre 70 et 80% de malades que j'ai dépistés. Dans une population qui est, pour eux, ils sont tout à fait sains. Ce n'est pas des gens qui avaient déjà passé un test du sommeil, ce n'est pas des gens qui portaient déjà une CPAP. Donc c'est vraiment des individus tout à fait normaux, comme vous et moi, pour ceux qui ne portent pas de CPAP. Alors, il y a d'autres données, évidemment, que j'ai récoltées, mais je ne vais pas toutes les passer en vue parce qu'il y en a énormément. Mais notamment, parmi les 39 sujets, il y en avait 11, donc un petit tiers, qui étaient en effort respiratoire très augmenté. Donc ça veut dire qu'en fait, plus de 50% de leur nuit de sommeil, ils étaient en train de lutter contre l'obstruction respiratoire. Donc c'est plus de 50% du temps de sommeil total. Donc ça veut dire que pendant une moitié une personne qui dort 6 heures, pendant 3 heures, elle est en train de lutter contre l'obstruction respiratoire. D'autres données sur les stades de sommeil, donc le sommeil léger, le sommeil profond et le sommeil REM, c'est le paradoxal, c'est là où vous rêvez. Eh bien, en fait, le sommeil léger, la moyenne chez les sujets qui ont fait le test, c'était 80% de temps de sommeil. Normalement, c'est entre, allez, on va dire 50 et 60% du temps de sommeil total. Et là, la moyenne des gens que j'ai testés, c'était 81%. Ça veut dire qu'il y a 81% des personnes qui avaient... donc, les sujets qui ont été testés, ils avaient 81% de temps de sommeil qui était léger. Ça veut dire qu'en fait, c'est des personnes qui sont réveillables. Donc les personnes qui disent « moi je dors parfois même 8 heures, 10 heures, 12 heures, mais j'ai l'impression d'être en veille ». Mais c'est exactement ça. Parce que le sommeil léger, vous êtes en veille, vous êtes réveillable. Vous n'arrivez pas à atteindre le sommeil profond. Là où vous récupérez de votre fatigue physique et intellectuelle. Le sommeil profond, c'était 8% de moyenne sur l'ensemble des sujets. C'est-à-dire qu'il y a une carence de sommeil profond, parce que normalement, c'est 25-30% du temps de sommeil total. Donc voilà, c'est un exemple de ce qu'on peut trouver avec ce genre de test. Évidemment, vous avez ça aussi quand vous faites le labo complet à l'hôpital. Hein. Vous avez toutes ces données-là. Alors pourquoi on ronfle? Ça, finalement, je me suis spoilé un petit peu moi-même, hein, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. J'étais un peu trop vite, mais c'est l'obstruction respiratoire. Mais pourquoi il y a une obstruction respiratoire? La position. Mais pourquoi la position? Ouais, t'es intelligent, tu le vois sur la dia. Hein? Là, la gravité. Oui, exactement. Exactement. C'est pour ça qu'à partir de 40 ans, en fait, il y a plus de personnes qui font un syndrome d'apnée du sommeil. Parce que c'est comme les abdos, hein, à un moment donné. Ça, hein? Je vais vous faire un dessin. Hein. Moi, je suis musclé, ça ne me concerne pas, mais à partir de 40 ans, les tissus, en fait, ils se relâchent. Les muscles, ça se détend, on est plus cool. Donc, quand vous êtes en position sur le dos, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui vous disent « moi, je ronfle pas, sauf quand je suis sur le dos ». Bah oui, donc vous ronflez, c'est juste. Parce que quand vous êtes sur le dos, la perte de tonus musculaire, les tissus qui perdent en élasticité, eh ben en fait, ils retombent dû à la gravité. Et ça va venir obstruer les voies respiratoires. Donc c'est pour ça. Alors qu'est-ce qu'on peut faire en prévention? Notamment pour cette perte de tonicité. Quand vous avez un problème au niveau des muscles, vous faites quoi? Vous allez chez le kiné. C'est bien, il y a des gens qui ne dorment pas encore. Merci. Eh bien, il y a ce qu'on appelle la thérapie myofonctionnelle. La thérapie myofonctionnelle, ça doit être fait par des kinés spécialisés ou des logopèdes spécialisés. On ne va pas chez n'importe qui. Et qu'est-ce qu'on fait chez le kiné ou chez la logopède? En fait, on va récupérer la perte de tonus. Donc, en fait, on va travailler, on va faire une rééducation de la sphère ORL. La langue, le voile du palais, les muscles du pharynx, larynx, on va aller les entraîner. Vous dites, qu'est-ce qu'on va faire comme kiné? Vous allez faire des exercices avec votre langue. C'est pour ça que j'ai mis Einstein, lui était un adepte de cette pratique. Vous allez faire toute une série d'exercices, donc en fonction de vos besoins, d'exercices au niveau des tissus de la sphère ORL. Et là, vous allez récupérer votre tonicité. En 3-4 mois, vous pouvez récupérer, vous pouvez voir même
arrêter de ronfler. Il y a eu énormément d'études, aussi bien chez les adultes que chez les enfants, c'est tout à fait efficace. Alors après, évidemment, il y a toute une série de choses au niveau de la prévention, parce que là on parle uniquement de la prévention, je ne parle pas des traitements. La prévention, c'est forcément l'hygiène du sommeil. Quand on parle d'hygiène du sommeil, ce n'est pas juste aspirer votre literie, c'est avoir une bonne literie d'abord, avoir un bon environnement dans la chambre à coucher. Être sûr qu'il n'y ait pas le bruit, des lumières, le réveil qui sonne, le réveil qui envoie des sons, etc. Être sûr qu'il n'y a pas un animal domestique qui vient durant la nuit sur le lit. Vous avez votre chat qui saute sur votre lit, vous allez avoir un micro-éveil du cerveau. Donc ça va venir fragmenter votre sommeil. Et ainsi de suite. Surveillance du poids, ça malheureusement, voilà, il faut que je le dise. Mais forcément, quand on prend du poids, on est aussi beaucoup plus à risque de faire un syndrome d'apnée de sommeil. Pourquoi ? Parce que quand on prend du poids, qu'est-ce qu'on fait? On accumule de la graisse. Et la graisse va aussi au niveau du cou. Et donc forcément, ça va restreindre en fait les voies respiratoires. La gestion du stress et de l'anxiété, pour les insomnies notamment, pour avoir un meilleur sommeil. Après, c'est l'équilibre vie professionnelle, vie privée. Ça, je ne vais pas vous donner de cours parce que voilà, c'est à chacun de voir un petit peu qu'est-ce qu'il peut faire à son niveau. La gestion des horaires, les activités en fin de journée, le week-end, etc. Alors, pour ceux que j'ai testés, évidemment, je vous dis, actuellement, j'ai dépassé la centaine de résultats complets. Et puis, je peux aussi maintenant refaire de nouveaux tests chez ceux qui ont mis en place quelque chose et je peux voir l'évolution, je peux voir l'amélioration. Quel traitement on met en place quand on a ce type de problème? Oui, la CPAP, ça c'est forcément, ça c'est ce qui est le plus connu. Il y a différents traitements en fait. L'assistance respiratoire, donc c'est ce qu'on appelle la CPAP. Il y a ce qu'on appelle l'orthèse mandibulaire, je vais l'expliquer. Le positionneur de langue, ce n'est pas un monsieur qui vient vous positionner la langue, hein, c'est un dispositif. Les dilatateurs nasaux, ça en général les sportifs ils ont déjà entendu parler. Les médicaments, la chirurgie. Alors, le traitement phare, c'est vraiment la CPAP. Là, on a David, voilà, bien musclé, jeune, beau, quand il dort. Allez, c'est sexy quand même, quoi. Mais voilà, c'est pas toujours comme ça. Hein. Là aussi, on voit ces images de pub, hein, forcément. Dans la réalité, c'est pas comme ça. Hein. La dame, elle n'est pas contente, le monsieur, il est branché, il ne supporte pas le masque, ça serre, on a le nez sec le matin, ça fait du bruit, etc. etc. Et puis voilà, en fonction de ce que vous faites la nuit, ça peut vous gêner le tuyau. Mais voilà, c'est le remède, on va dire miracle. Parce que vous mettez ça, si vous le supportez bien, ça marche très bien aussi, ça il faut le dire. Mais il y a d'autres choses que vous pouvez mettre en place et qui peuvent aussi être efficaces. Il y a ce qu'on appelle l'orthèse d'avancée mandibulaire. En fait, l'orthèse d'avancée mandibulaire, vous le voyez ici, c'est une espèce de gouttière, comme les sportifs qui mettent pour faire de la boxe, mais c'est articulé et ça va venir pousser la mandibule vers l'avant. Donc ça va venir libérer les voies respiratoires. Donc chez certaines personnes, ça peut être indiqué, ça peut fonctionner. Donc ça pousse la mâchoire inférieure vers l'avant et ça empêche la langue de se replier, voire de bloquer les voies aériennes. Alors, ne confondez pas avec ce qui se passe durant les crises d'épilepsie, parce que souvent, on a en tête crise d'épilepsie, on va manger sa langue, on va se mordre la langue, etc. Ça, c'est pas grave. Hein. Il ne faut surtout pas mettre de cuillère, de doigt ou quoi que ce soit dedans. Vous laissez un épileptique faire sa crise d'épilepsie. Donc ça n'a rien à voir ici. C'est vraiment pour empêcher que la langue vienne obstruer parce qu'il y a un relâchement de ce muscle, de ces muscles, parce que la langue, c'est 17 muscles hein, quand même. Donc ça doit être réalisé sur mesure. Il faut le porter durant la nuit, forcément. Et il faut avoir aussi une denture en bon état. Ça ne se met pas à n'importe qui. Mais parfois, c'est responsable de douleurs des articulations temporo-maxillaires, donc c'est l'articulation ici de la mandibule. Il peut y avoir des déplacements dentaires, et donc il y a un contrôle régulier à mettre en place également. Alors, il y a le positionneur de langue. Donc, c'est ce qu'on appelle la TRP. C'est fabriqué par une société qui s'appelle Tongue Lab. En fait, c'est aussi une gouttière. Je fais ça ici pour les autres. Voilà, une gouttière. Avec un espèce de fil à l'intérieur, là au milieu, un petit dispositif. En fait, la langue va reconnaître ce dispositif comme étant un corps étranger. Et donc, pendant la nuit, pendant que vous dormez, c'est tout à fait passif, la langue va essayer de pousser sur le dispositif.
Et donc, vous vous musclez la langue durant la nuit, sans rien faire. Alors, des personnes qui font la promotion de ce dispositif disent que, voilà, en général, on pourrait même à un moment donné s'en passer, parce que c'est vraiment, il y a une remusculation de la langue à long terme. Mais je n'ai pas plus de données que ça pour l'instant à vous donner. Il y a les dilatateurs nasaux. Donc, c'est les sportifs en général, ils aiment bien. On voit parfois des vidéos où ils mettent ce genre de truc pour dormir. Ils disent voilà, si vous ronflez, vous mettez ça, vous n'allez plus ronfler, c'est super. En fait, il y a très peu de preuves d'efficacité de ces dispositifs. En fait, ça va juste écarter vos narines. Ça va faire ça, en moins beau. C'est bien, il y a plus d'air qui rentre, mais s'il y a une obstruction respiratoire plus bas, ça ne va rien changer. Donc voilà, à part des études qui sont faites par des gens qui font la promotion de ces dispositifs, c'est des études italiennes qui existent sur le NAS-R, qui disent oui, ça fonctionne super bien. Les autres études en fait ne mettent pas en évidence une efficacité extraordinaire. Il y a aussi des médicaments qui permettent de réduire le nombre d'événements obstructifs, donc c'est notamment des bronchodilatateurs. Il y a aussi une classe de médicaments, l'acétazolamide, qui est un diurétique, qui permet d'augmenter le débit respiratoire. Et puis il y a d'autres combinaisons de médicaments qui permettent aussi de réduire les événements obstructifs, etc. Alors il y a aussi un traitement symptomatique de l'apnée du sommeil agissant sur la somnolence diurne. Donc, il y a des médicaments qui vont vous donner un peu plus de vigilance. Donc évidemment, ça ne joue pas sur les causes de votre syndrome d'apnée du sommeil, mais ça peut éventuellement améliorer les symptômes durant la journée. Et puis en dernier recours, vous avez la chirurgie, notamment pour les personnes qui ont une rétrognathie, donc les mandibules qui sont projetées vers l'arrière. On va venir casser la mandibule et on va venir vous la fixer un peu plus en avant. Donc c'est toute une reconstruction faciale pour essayer d'amener la mandibule vers l'avant et donc libérer les voies respiratoires. Mais ça doit être réservé en cas d'échec des autres traitements en général. Donc c'est toujours sur indication médicale. Donc surtout réservé aux anomalies anatomiques de la sphère ORL ou de la mandibule. On peut aussi enlever les amygdales dans certains cas. La luette, c'est la petite clochette là au fond de la gorge. Chez certains, elle est beaucoup plus longue ou elle descend beaucoup plus bas. Et donc, on va venir la couper pour libérer un peu de place. On peut modifier l'anatomie du pharynx, faire une chirurgie nasale, enlever les végétations. Et voilà, donc faire toute une série d'autres sortes de chirurgies mandibulaires. Alors, il y a aussi le frein lingual. Vous regardez chez votre voisin, hein, ce sera plus pratique. Demandez de lever la langue et vous regardez. Il y en a certains qui ont un frein lingual un peu plus court. Et donc, chez ces personnes-là, en général, on en parle beaucoup chez les enfants, on dit qu'ils voilà, respirent moins bien, la langue ne se projette pas beaucoup plus loin dans le palais. En général, ils n'arrivent pas à sortir la langue très, très loin non plus, ils font comme ça. Et en général, on va leur recommander de couper le frein lingual et ça va permettre de libérer un peu plus les voies respiratoires. Mais il y a aussi une controverse, voilà, il ne faut pas non plus faire ça à n'importe qui. Il y a des gens qui voudraient couper le frein lingual à tout le monde. Alors, il y a une technique, ça vous ne la verrez pas souvent, il y a une technique qui est vraiment tout à fait de béton. Il y a une cure médiévale contre le ronflement, c'est de couper la tête, voilà, là ça marche du tonnerre. Alors les complotistes diront que la médecine moderne n'en prend pas compte, mais bon voilà, moi je balaye tous les traitements possibles, je vous le dis, voilà, si jamais ça vous intéresse, vous en parlez avec votre conjoint, ou pas. Voilà, donc au final, il y a le test du sommeil, la polysomnographie, le labo du sommeil ou le test du sommeil. On le fait où? On le fait en hospitalier, à l'hôpital. En général, vous avez un délai de 6 mois pour avoir votre rendez-vous. Mais sachez que vous pouvez le faire aussi à la maison. Alors, ce ne sera pas aussi facile qu'avec le capteur. Mais là, il y a un infirmier qui vient vous appareiller à domicile. Il vous met tous les capteurs comme à l'hôpital, avec les mêmes machines qu'à l'hôpital. Et vous avez sleepclinic.be. Encore une fois, je ne gagne rien, mais je fais la promotion parce que c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que vous avez un délai de 10 jours. Vous appelez au numéro de téléphone, vous allez sur le site, vous appelez le numéro de téléphone, et dans les 10 jours, vous avez un rendez-vous. Il y a un infirmier qui vient vous appareiller, il y a un infirmier à peu près dans toutes les régions en Wallonie. Et le lendemain matin, il vient chercher les appareils, et vous avez votre labo de sommeil complet. Et les enfants,
eh bien en fait, on parle aussi de troubles obstructifs du sommeil chez les enfants. Donc, il y a des signes auxquels il faut être vigilant. S'il y a un manque de développement de l'étage inférieur de la mâchoire, on a dit, hein, les personnes qui ont, on le voit hein, dans le profil, ils ont une mâchoire qui va très vers l'arrière. Des yeux en amande, tombants, cernés. En général, si on est cerné, c'est qu'on manque de sommeil de toute façon. Visage allongé, bouche ouverte, ça c'est très important. Regardez vos enfants, pour ceux qui en ont en tout cas en bas âge. Regardez si pendant la nuit, ils dorment la bouche ouverte ou pas. S'ils dorment la bouche ouverte, c'est que c'est un symptôme, un signe en tout cas d'obstruction respiratoire. Ils n'arrivent pas à respirer par le nez correctement et ça peut mener après à des soucis de santé. Respirer par le nez, c'est très important parce que ça va libérer une substance qui va protéger les voies respiratoires et le cœur, donc tout ce qui est cardiovasculaire. Alors les amygdales aussi, bon là aussi il faut toujours mettre voilà, il faut rester vigilant et précautionneux parce qu'il y a des chirurgiens qui couperaient les amygdales à tout le monde aussi. Et puis évidemment le surpoids, l'obésité chez un enfant, ben voilà, c'est aussi ça peut être un facteur favorisant de troubles respiratoires obstructifs. Quelle est l'importance du sommeil dans votre vie de tous les jours? Eh bien, vous connaissez la pyramide alimentaire? Oui? Pyramide alimentaire. Alors, il y a eu toutes sortes de pyramides alimentaires. Il y a la classique, là, où on dit, voilà, au-dessus, c'est le moins important. Donc, voilà, au plus ça a de la place, au plus c'est important, au plus on doit en consommer. Donc, à la base, on retrouve l'eau. Après, il y a tout ce qui est pain, fruits, légumes, fromage, laitier, les huiles. Et puis, tout au-dessus, il y a tout ce qu'en général, on aime bien. Chocolat, bonbons, gâteaux, donuts, soda, etc., etc. En général, c'est ce qu'il faudrait consommer le moins. Alors, il y a des gens qui se sont dit, oui, mais si on le met tout en haut, les gens ils vont penser que c'est ce qu'il faut consommer en premier. Alors, ils ont fait la pyramide inversée, ils ont changé. Puis après, ils ont fait la pyramide décapitée. Ils ont dit, non, on va la redresser à nouveau, mais on va enlever le triangle du dessus, on va le mettre à côté. Puis il y a des gens qui ont fait encore d'autres sortes de représentations schématiques. En fonction des pays aussi, ils adaptent en fonction des cultures. En Asie, c'est la pagode de l'alimentation. Voilà, dans d'autres pays, c'est encore représenté différemment. Et puis, ces dernières années, on s'est dit, ben, finalement, il faut rajouter l'activité physique. Donc, ils ont rajouté un étage en dessous, une fondation supplémentaire. Ils ont dit, voilà, il faut rajouter l'activité physique. 30 minutes de marche rapide ou l'équivalent par jour. C'est ce que vous faites quotidiennement, évidemment. Et puis, ben, moi, j'ai décidé de rajouter un étage encore en plus. C'est le sommeil. Parce que, finalement, si vous êtes fatigué, bah, votre abonnement chez Basic Fit va passer à la trappe, c'est juste? C'est juste? Voilà. Ouais. Si vous êtes fatigué, en général, qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir envie de manger plus de sucre, plus sucré, plus gras. Et donc forcément, il faut revenir aux bases. Donc il faut d'abord s'intéresser à son sommeil, et puis après, on s'intéresse au reste. Donc avant de se dire, je vais faire du sport pour perdre du poids, non, il faut faire attention à son alimentation, mais avant ça, faire attention à son sommeil. Et c'est pour ça que moi, j'ai développé une représentation différente. C'est l'olivier de la santé. L'olivier de la santé, c'est quoi? C'est le tronc, c'est le sommeil. C'est la base, c'est ce qu'il faut. Les racines et le tronc. C'est le sommeil. Et là, je fais vraiment la promotion du sommeil. Parce qu'en Europe, sommeil, encore une fois, je le dis, c'est une analogie avec la fainéantise. On n'a pas envie de se lever le matin, on est fainéant, etc. Mais peut-être que si vous n'avez pas envie de vous lever le matin, c'est peut-être qu'il y a un problème au niveau de votre sommeil. Et donc, il faut dépister. Et après, vous avez les différentes branches. Vous avez les fruits, les légumes, l'eau, l'activité physique, les féculents, les protéines, les graisses, les huiles, etc. Mais la base, le tronc commun, c'est le sommeil. Donc, en conclusion, le sommeil, c'est la base de la santé. Maintenant, vous allez sortir d'ici et faire avec moi la promotion. Vous allez vraiment le dire à toutes vos connaissances. Les troubles du sommeil doivent être dépistés chez tout le monde, mais surtout chez les postes de sécurité, donc les postes à risque, sécurité, vigilance, les travailleurs à pause, avec des horaires irréguliers, dès qu'il y a un signe ou un symptôme, et dès 40 ans aussi. Il y a des solutions faciles, fiables et rapides pour dépister. Et maintenant, je suis disposé à écouter vos questions. Merci beaucoup. Questions, une à la fois. Quand on aura fait le tour, s'il y en a d'autres qui veulent encore poser d'autres questions,
je suis disposé à vous écouter. Voilà. Vous êtes tous endormis. Hein. Les applaudissements vous ont réveillé un petit peu. Hein. Oui, Franco. Oui. Alors, en médecine, c'est très simple. On pose des indications. Ça veut dire que c'est un peu comme dans le bâtiment. Tu ne vas pas rejointoyer une façade si ça n'a pas besoin d'être rejointoyé. Donc en médecine, on pose une indication. C'est-à-dire, est-ce que dans ce cas-ci, cette personne-là, qui présente tel signe, tel symptôme, qui a telle maladie ou tel problème de santé, quel est le diagnostic précis qu'on va donner, qu'on va faire, qu'on va poser, et puis après, quelle indication je peux mettre au niveau des traitements médicaux, chirurgicaux ou autres qui existent, qui sont connus, en faisant aussi la balance bénéfice-risque. Parce que là, on pourrait se dire, ouais, la chirurgie, finalement, on se fait opérer, on est tranquille. Ben non, pas pour tout le monde. Parce que peut-être que chez une personne, c'était indiqué, on lui a fait, et ça a très bien marché. Peut-être que chez une autre personne, c'était indiqué, on lui a fait, ça n'a pas marché. Et on ne peut pas faire juste utiliser un traitement pour traiter tout le monde. Parce que tu as différents types de personnes. Parfois, il y a plusieurs diagnostics qui se font en même temps, il y a plusieurs pathologies en même temps. Parfois, il y a des contre-indications aussi, qui peuvent être de toutes sortes. Et donc, tu ne peux pas dire, voilà, pourquoi on ne pourrait pas faire ça à tout le monde. Ben non, parce que voilà, ça ne se fait pas. C'est toujours sur base d'une réflexion, une évaluation des risques-bénéfices, et puis après, on opère ou on n'opère pas. Et puis après, c'est aussi en fonction de la personne. La personne choisit si elle veut se faire opérer ou pas. Félicitations. On l'applaudit? Ça a marché, on va applaudir. Il y avait là-bas aussi, d'abord. Alors l'appareil, ici, en Belgique, ce n'est pas réutilisable. Ce n'est que pour une nuit, un enregistrement d'une nuit de sommeil. Par contre, ils se sont étendus aux États-Unis. C'est une firme qui a récolté, ils ont fait une levée de fonds de plusieurs millions d'euros. Je pense qu'ils ont dépassé 15 millions d'euros sur les dernières années. Ils se sont étendus aussi aux États-Unis. Et là-bas, ils ont sorti la version 2. C'est un capteur qui peut être utilisé plusieurs fois. Malheureusement, en Belgique, ce n'est pas encore le cas. Donc, il faut acheter un capteur, il faut le faire en étant sûr de ne pas se planter dans le test. S'il y a une déconnexion, si vous n'avez pas un bon réseau à la maison, si ça se déconnecte, voilà, il faudra recommencer et il faudra le refaire. Alors moi, entre parenthèses, j'ai des meilleurs prix. C'est le seul avantage que j'ai un meilleur prix. Voilà, je peux vous le faire le prix coûtant. On en parle après. On s'arrange entre nous. J'ai pas compris la différence. J'ai pas compris la différence entre la fatigue et le sommeil. On a énuméré des symptômes. Oui. Du sommeil, mais en fait, après une journée de travail, tu peux être fatigué. Tu rentres chez toi, tu es crevé. Tous les gamins qui n'ont pas arrêté de crier, etc., tu es crevé, tu es fatigué. Mais tu n'as pas forcément sommeil. Ton corps ne te dit pas, écoute, il est l'heure d'aller dormir. Tu n'as pas les paupières lourdes, tu n'as pas le bâillement, tu es juste fatigué physiquement de ta journée. Peut-être juste mentalement. Mais tu n'as pas sommeil. Le sommeil, c'est vraiment les signes, les symptômes-là. Tu le sais quand tu as sommeil. Tu te sens ralenti, tu es fatigué, tu as les paupières qui picotent, tu commences à piquer du nez, tu bailles. Voilà, ça, c'est caractéristique. On peut pas se tromper, quoi. Ça, c'est vraiment l'appel du sommeil. C'est pas une simple où je suis fatigué, je vais me poser, je vais boire un petit cocktail et je regarde Netflix. Oui? Oui, oui. Toi? En fait, moi j'ai une question, comme on est à l'église, j'ai une question à peu près spirituelle, si on va dire. On a vu les phases de sommeil et la science démontre bien que les rêves, c'est dans le sommeil paradoxal. Alors, est-ce que les prophéties, les rêves que, je ne sais pas comment dire, prémonitions, des choses comme ça, spirituelles, les messages de Dieu viennent exactement dans cette phase-là Oui, ou bien... oui, oui.
c'est uniquement pendant la phase donc le sommeil paradoxal qu'on appelle aussi le sommeil REM, REM pour Rapid Eye Movement, parce que c'est à ce moment-là qu'il y a des mouvements des yeux très rapides, et le corps est vraiment inerte. Là, on ne bouge plus. Là, on ne bouge plus du tout. D'ailleurs, il y a eu des études qui ont été faites sur les chats, où on a injecté des produits pour relâcher, pour en tout cas remettre en activité, qui ont montré que pendant ce stade-là, en fait, ils étaient en train de courir comme s'ils attrapaient des souris ou des choses comme ça. Et donc pendant ce stade-là, en fait, on ne bouge plus du tout, tous les muscles sont inertes, mais c'est là où on va rêver. Donc là, tout ce qui est rêve, etc., songe, etc., c'est pendant cette phase-là. Moi, personnellement, je ne sais pas. Après, je ne peux pas garantir ça, mais en tout cas, tout ce qui est rêve, ça, c'est, voilà, on sait que c'est pendant cette phase-là. Oui ? Tout le monde rêve. Par contre, il y a des gens qui ne se souviennent pas des rêves. Mais tout le monde rêve. Aux connaissances actuelles, oui, tout le monde rêve. Alors après, ça va dépendre aussi à quel moment vous allez vous réveiller. Il y a des gens qui se réveillent tout juste à la fin de leur phase REM, leur phase de sommeil paradoxal, et donc ils se souviennent des rêves. Et il y a d'autres personnes qui disent oh, « moi je rêve jamais, je rêve pas ». En fait, si vous rêvez, mais vous ne vous en souvenez pas. Quelqu'un d'autre ? Généralement, c'était mon cas. Bon, c'est le fait de s'endormir instantanément. À n'importe quelle heure de la journée. C'est la narcolepsie. En réunion. De manière brutale. C'est plus une narcolepsie alors. Moi, je suis narcoleptique. Il a passé les opérations qui ont raté complètement. Et après, Voilà, merci d'étayer mon propos. Donc, il y a des opérations qui ratent. lui, ça a raté. Par contre, je dors avec un cosmonaute. Tu dors avec un cosmonaute. Merci Thomas Pesquet d'être présent parmi nous. Il devait y avoir le bourgmestre de Péruwelz qui devait être présent. S'il n'était pas présent, il devait y avoir l'échevine de la santé, mais visiblement, c'est encore une fois, elle n'est pas venue. Voilà. Oui, alors, ça marche hyper bien. Encore une fois, il y a des gens qui la mettent quand on supporte bien l'appareil, quand c'est bien réglé, ils sont contents. En général, il y a même des gens qui disaient avant non, mais moi de toute façon, voilà, ils ont fait un test, on leur dit ils ont un syndrome d'apnée du sommeil, ils disent non, mais moi ça va, je dors bien, j'en ai pas besoin. Et puis après ils mettent la CPAP, et puis après ils disent finalement, je pensais pas que je pouvais dormir comme ça. C'est juste, voilà. Bah oui, parce que vous oxygénez au maximum votre corps, et donc forcément vous êtes à pleine puissance. Maintenant, il y a des personnes qui sont malades, qui mettent une CPAP, et puis malgré tout, ils disent « je ne vois pas de différence ». C'est comme ça. Mais pourtant, quand on fait les tests, on voit bien qu'avec la CPAP, ça diminue bien le risque. Donc, il récupère bien la saturation d'oxygène. Oui, il y a différents types d'appareillage. Là, on m'a mis un masque complet. Ben, ça va dépendre de la morphologie aussi. Hein. Voilà, ça dépend de la morphologie, d'une série de paramètres. Et c'est pour ça qu'en général, quand on fait le dépistage, quand on fait le diagnostic, on vous donne une CPAP, on repasse après un mois pour évaluer si, voilà, est-ce qu'effectivement vous la supportez bien, est-ce que ça fonctionne bien aussi, est-ce qu'il n'y a pas des choses, des ajustements à apporter, etc. Mais il faut, chez eux, c'est règlement, on est obligé au moins de le mettre 4 heures par nuit. Si en dessous de 4 heures, on ne le met pas, on vous le supprime. Bah oui, parce que sinon, si c'est pour la porter 1 heure durant la nuit, vous allez bien saturer votre corps, mais pas pour une période suffisamment longue. Très bien. D'autres questions? Oui? Est-ce que c'est remboursé par La mutuelle, oui, c'est remboursé. l'appareil? La CPAP? Oui. Ça? C'est ça aussi? Alors ça, à ma connaissance, il y avait un remboursement par uniquement Partenamut et Solidaris à raison de 20 € par an, par personne. Mais c'était avant qu'ils n'augmentent le prix. Donc maintenant, je ne sais pas si le remboursement, je n'ai pas contacté les mutuelles. Probablement que les mutuelles ont augmenté un petit peu le remboursement, mais je ne suis pas sûr. Il
faudrait vérifier. Et je ne sais pas, je devais poser la question à la firme, mais j'ai pas, voilà, finalement j'ai zappé. Je ne sais pas s'il y a d'autres mutuelles maintenant qui remboursent aussi. J'avais une autre question. Et pour la CIPAP aussi, c'est remboursé. Alors, petite chose à savoir pour la CIPAP, c'est que quand vous allez faire un test, oui, merci, tu me donnes de quoi alimenter mon moulin. Quand vous allez faire le test à l'hôpital, si vous êtes dans le score où vous pouvez avoir droit au remboursement de la CIPAP, bah alors là, on va vous la prescrire, parce que ça rapporte de l'argent. Si vous avez un syndrome d'apnée du sommeil, mais que vous n'êtes pas dans les critères pour avoir une CIPAP, on va vous dire, ça va, tout va bien, retournez chez vous. Et donc, il y a des gens qui ont un syndrome d'apnée du sommeil, qu'on peut diagnostiquer, qu'on peut dépister, mais qu'on renvoie chez eux parce que ce n'est pas assez grave. Et donc, en fait, on ne leur donne pas l'opportunité de bénéficier de toute une série de mesures, de moyens, d'outils, de traitements, etc., pour pouvoir corriger, voire améliorer le sommeil. Donc ça, il faut le savoir. Un abonnement? C'est un abonnement de la machine. C'est pas énorme, hein, je pense que c'est 2 euros par Oui, voilà, c'est une location, en fait. Oui, c'est une location de la machine. Oui. C'est possible d'expliquer en 2-2 comment enfin, c'est quoi le job de la CIPAP? Alors la CIPAP, c'est CPAP. C'est Continuous Pressure, Continuous Positive Airways Pressure. Donc c'est une pression positive de manière continue. Donc en fait, c'est un appareil qui va souffler en continu dans les voies respiratoires. C'est un peu comme si tu sautais en parachute, ou voilà, tu fais un saut en chute libre, tu vas avoir plein d'air dans la figure. Et l'objectif, en fait, c'est de désobstruer, en fait, c'est de libérer les voies respiratoires. Tu as les portes grandes ouvertes, et après, il faut arriver à régler. Donc c'est exprimé en bar pour des pressions. Il faut arriver à bien régler la pression pour libérer un maximum. Et c'est en continu. Donc c'est voilà, tu mets l'appareil, puis ça souffle en continu. Oui. Parce qu'après, évidemment, comme ça souffle en continu, ben, ça va sécher les muqueuses. Hein. Donc après, il faut peut-être rajouter un petit appareil pour humidifier l'air. Donc voilà, il y a toute une série de contraintes aussi qui font qu'on voilà, peut ne pas apprécier. Il y a des gens qui supportent absolument pas. Ils essayent une fois, après ils disent non, stop, on la met pas. Il faut s'habituer. Mais ce qui fait que tu ne ronfles plus, ce n'est pas tellement la bouche fermée, c'est le fait que ça libère les voies respiratoires et tu n'as plus l'air qui doit lutter contre une obstruction. Ben oui, parce que là, tu libères à fond et donc forcément l'air passe. C'est une pression positive. Pression positive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est pas comme ça, c'est pas quand on respire. C'est vraiment en continu. J'explique bien? Parfait. Oui. Est-ce que toute personne qui ronfle souffre d'apnée du sommeil? Non. Mais pour quelle autre raison on pourrait ronfler? C'est des obstructions, mais on n'a pas forcément le syndrome d'apnée du sommeil. Il peut y avoir des polypes ou quelque chose, et on peut avoir voilà, ce qu'on appelle les ronchopathies. Mais en tout cas, parmi les ronfleurs, il y a des gens qui ronflent et qui n'ont pas de syndrome d'apnée du sommeil. Donc quand on fait le test, il n'y a pas de score qui permet de classer dans un syndrome d'apnée du sommeil. Et il y a des gens qui ne ronflent pas et qui ont un syndrome d'apnée du sommeil aussi. Donc il n'y a pas que le ronflement qui est le symptôme, le signe en fait, puisque là on le voit, qui permet de prédire, oui, il y a un syndrome d'apnée du sommeil. Maintenant, une personne qui ronfle, moi en général je dis, dès qu'il y a ronflement, on fait un dépistage. Après on verra s'il y a ou il n'y a pas. Est-ce qu'une sieste ou une micro-sieste peut avoir... est-ce que ça peut être bénéfique par rapport au ronflement? Alors par rapport au ronflement, non. Alors la sieste est bénéfique. Ça, j'en fais un cheval de bataille en entreprise. Il faudrait promouvoir la sieste, comme dans certains pays où là, voilà, là c'est rentré dans les mœurs. En Europe, la sieste au travail, c'est juste, faut oublier, quoi, parce que là, voilà, vous n'êtes pas productif, etc. Alors qu'en fait, oui, ça permet d'être beaucoup plus productif.
À condition que les gens ne se disent pas, ah ben, je vais moins dormir chez moi, comme ça je peux dormir au travail. D'accord? Mais c'est bénéfique, mais juste sur la récupération. Parce que ça vous aide à vous rebooster un petit peu plus durant la journée. Mais ça ne va rien changer au niveau des pathologies que vous avez. Et là, après, il faut faire un dépistage. Peut-être, ça m'arrive de renvoyer des gens chez l'ORL. Parce qu'en fonction des résultats, je me dis, bon, c'est qu'il y a quelque chose au niveau nasal. Mais ça, moi, je ne vais pas aller chipoter là-dedans, quoi. Donc ça ne change rien au ronflement, ça ne change rien au syndrome d'apnée du sommeil. Mais la sieste, il faut la faire de toute façon. En général, il ne faut pas dépasser 20 minutes. Alors on dit 20-30 minutes. Ouais, si tu fais une sieste d'1 heure et demie, tu rentres. C'est plus une sieste en fait, c'est un sommeil, quoi. C'est un sommeil bis. Pourquoi? Parce que je l'ai dit tout à l'heure, le temps de sommeil léger, où on commence à rentrer dans le sommeil, on dort mais on est encore éveillable, c'est 20-30 minutes, 30-40 minutes, ça dépend des gens. Ça veut dire que si tu dépasses en fait ce laps de temps-là, tu vas rentrer en sommeil profond. Et là, pour te sortir du sommeil profond, ça va être beaucoup plus difficile. Quelqu'un qui vient te réveiller, tu mets un réveil, tu vas te sentir, oh, c'est dur, j'arrive pas, j'ai envie de me recoucher. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Tu vas grignoter sur ton temps de sommeil durant la nuit. Donc, tu vas te coucher plus tard parce que tu as beaucoup plus récupéré. Et donc, tu vas te décaler au niveau des horaires. Donc, la sieste, durant la journée, en général, allez, il faut 10-15 minutes. Après, il y a les adeptes qui disent 5 minutes, c'est bien aussi. Les micro-siestes, vraiment les power shots, là. Mais voilà, 10-15, grand maximum 20 minutes. Parce que on ne sait pas qui va rentrer en sommeil profond après 20, 25, 30, 35, 40 minutes. On ne sait pas. En tout cas, comme ça, on ne sait pas le dire. Oui. Est-ce qu'on connaît pour un ronfleur le pourcentage de chances pour qu'il présente un syndrome de l'apnée du sommeil? J'ai pas de statistiques ici. Moi je l'ai vu dans mes statistiques, mais je ne sais pas te les donner comme ça de mémoire. Et je n'ai pas regardé la littérature non plus, ça je n'ai pas regardé. Mais de toute façon, s'il y a un ronflement, il vaut mieux dépister. Et après, comme ça, au moins on écarte la piste. S'il n'y a pas de syndrome d'apnée du sommeil, on est tranquille. Alors après, il faut sans doute prendre rendez-vous chez l'ORL pour voir si ce n'est pas quelque chose. Il peut y avoir par exemple une allergie aux acariens. Ça, c'est assez fréquent. Ou une allergie à d'autres produits qui font, en général, durant la nuit, c'est vraiment les acariens. Pourquoi? Parce que quand il y a l'allergie, il y a les muqueuses nasales qui vont réagir, ça va gonfler et ça va venir restreindre les voies respiratoires. Donc là, ça peut être une explication pour... Tu es distraite, Magdeleine. Tu es distraite. Je répondais en partie à ta question tout à l'heure. Tu n'as pas écouté, c'est pas grave. Tout tant pis pour toi. Donc il peut y avoir, par exemple, ça, une allergie aux acariens, ou ça peut être autre chose. Mais voilà, s'il y a ronflement, il faut dépister. Ça, c'est ce que je dis. Oui. Il faut l'objectiver. Il faut l'objectiver. Il y a certainement une petite descente. En tout cas, soit on est vraiment à la limite et on arrive à garder un taux d'oxygène assez bon, parce qu'il ne faut pas forcément 100%. Hein. Si on tombe à 94%, c'est bien aussi. Mais à partir du moment où on descend à 92 et peut-être voire moins, il y a des gens qui descendent jusqu'à 70% de saturation d'oxygène. Là, ça devient problématique. Alors, s'il reste 3-4 secondes, mais ils le font 60 fois pendant la nuit, ça devient problématique. Mais il faut l'objectiver. Parce que j'ai ma fille qui s'est fait opérer 2 fois de la végétation, mais elle ne respire jamais par le nez. Ouais, alors c'est qu'il y a autre chose. Ouais, c'est qu'il y a encore autre chose qui bloque. Donc il faudrait au moins commencer par un rendez-vous chez l'ORL pour refaire un bilan. Je ne sais pas le dire. Visiblement, il y a encore une obstruction respiratoire, c'est un ronflement. Donc il y a encore une autre cause. Peut-être que l'opération a bien fonctionné, mais peut-être qu'il y a quelque chose en plus qui s'est ajouté ou qui était déjà présent et qui n'a pas été investigué. Ça arrive aussi. Hein. Il y a parfois plusieurs facteurs qui viennent jouer sur l'état de santé et on se concentre juste sur le principal. Il y a d'autres choses qui sont encore là et dont on ne s'est pas occupé. Oui. Je voudrais savoir si les apnées peuvent également être ponctuelles, par exemple pour des femmes qui sont enceintes, elles ronflent juste pendant la grossesse, ou ça peut être caractéristique d'une période assez longue.
Oui, très facilement, il y a des personnes qui prennent du poids, elles commencent à ronfler, elles perdent du poids, elles arrêtent de ronfler. Donc oui, ça va dépendre aussi des différents facteurs que j'ai cités, le poids notamment. Forcément, une femme enceinte, c'est pas moi qui vais t'apprendre que ça. Non, hein, non, on va faire. S'il y a encore des doutes, on va faire le test après l'état de grossesse, évidemment. Hein. On ne le fait pas pendant la grossesse. Mais ça peut arriver. Encore des questions? Oui? Moi, ce que j'ai aimé, c'est cette pyramide que vous avez montrée. Oui. C'est-à-dire que la base, c'est le sommeil. Mais aujourd'hui, dans notre monde qui est connecté, les gens sont connectés 24 sur 24 heures, on a du mal à se virer du mot GSM. On est tout le temps connecté. Comment faire pour prévenir? Parce que, comme on a vu, la santé, ça commence par un bon sommeil. Si on ne dort pas bien, c'est-à-dire qu'il y a un processus qui se danse pour notre santé et que, voilà, on voit les inconvénients, les insomnies, la fatigue, le travail, etc. Mais comment faire? D'abord, commençons par le sommeil. Comment faire pour que ce monde qui est connecté, cette société qui est connectée, on puisse, voilà, en prévention, comment on peut faire pour éviter ça? C'est une question très intéressante. Donc c'est par rapport à, pour ceux qui n'ont pas entendu, par rapport à la connexion, les contraintes professionnelles, familiales, privées qui font que finalement on n'arrive pas à avoir un bon sommeil. Voilà, moi je suis pas là pour juger. Je n'ai pas non plus un sommeil top, hein, je vous le dis. Mais c'est une question très intéressante, mais ça mériterait une conférence tout à fait à part. Parce qu'il y a plein de trucs et astuces qui existent pour améliorer le sommeil. Donc c'est ce qu'on appelle l'hygiène du sommeil. Et puis après, vous avez parlé aussi de connexion. On parle beaucoup de déconnexion, notamment en entreprise, où il y a l'arrêté royal sur la déconnexion. Mais avant de parler de déconnexion, il faut surtout parler de connexion. Ça, c'est ma philosophie à moi. Quand on dit oui, il faut se déconnecter, oui, mais d'accord, mais vous allez travailler, vous recevez un GSM de fonction, vous recevez une tablette de fonction. Pour prendre vos congés, vous devez encoder dans le programme spécifique. Pour telle procédure, il faut encoder aussi autre chose dans une autre application, etc. Finalement, on nous bombarde de connectivité, et après on vient nous dire oui, il faut vous déconnecter. C'est gentil, mais ça ne va pas. Donc voilà, ça c'est vraiment une... Oui, et les réseaux sociaux, c'est fait aussi pour vous garder le plus longtemps possible sur la plateforme, puisque les réseaux sociaux ont été développés aussi en partenariat avec des neuropsychologues qui ont développé notamment le système des likes. Hein, quand vous mettez un commentaire, vous mettez une appréciation, vous partagez, ça vous rend important. Donc en fait, ça vient activer votre circuit dopaminergique dans le cerveau. Et qui dit dopamine, dit plaisir, bien-être. La conférence sur le tabac, j'avais expliqué ça. Et donc, en fait, ça vous retient présent. En fait, les plateformes de réseaux sociaux, tout ce qu'elles veulent, c'est vous garder le plus longtemps possible sur le réseau social. Et donc, forcément, on se retrouve là à scroller, avec le sentiment de louper quelque chose. Tiens, est-ce que lui, il n'a pas publié un truc, il n'a pas publié une photo? Est-ce que la photo que moi j'ai publiée, est-ce qu'on est venu la liker, etc. Et voilà, c'est tout un mécanisme qui entre en compte. C'est une réponse qui est très complexe et qui doit être élaborée sur plusieurs niveaux. Donc, je n'ai pas une réponse ponctuelle, précise et rapide. Mais voilà, il y a différents trucs et astuces que vous pouvez retrouver sur Internet notamment. Ça faisait l'objet d'une autre conférence que je donnais en entreprise. Et concernant la connexion, voilà, ça c'est encore une autre problématique. Il y a des tests qui existent sur Internet pour évaluer votre niveau de dépendance. Parce que ça crée une dépendance, les smartphones, dès le plus jeune âge. Et la dopamine, ça va très vite. Hein, donc, pour un enfant, dès qu'on le met devant un écran, dès qu'on le met sur un réseau social, ça va très très vite. Donc, désolé, je n'ai pas vraiment de réponse. Parce que ça va prendre une prochaine conférence, peut-être. Est-ce qu'il y a encore des questions? On clôture? Oui? Oui. En fait, j'en avais deux, mais tu n'es pas obligé de répondre. La première, elle est plutôt d'ordre médical, technique. On parle actuellement beaucoup de la relation entre la prise de poids et la perturbation du sommeil. Donc celui qui dort mal, il a un foie qui ne travaille pas assez bien et ça perturbe la régulation des hormones et ainsi de suite. Ça, bon, tu peux ne pas répondre à cela. Mais
j'ai une préoccupation par rapport à la question soulevée par le docteur. C'est le docteur Maxime. Maxime. Peut-être qu'il faut réfléchir là-dessus. Dans une autre conférence, l'aide spirituelle. Ah ben, pendant ce temps de sommeil profond, c'est un temps de mort. De mort. Tous les grands hommes qui ont marqué l'histoire avec Dieu sont passés par la mort. Tu ne peux pas recevoir des choses de Dieu si tu ne meurs pas. Et donc, tu as raison de dire, voilà, c'est pendant ce temps de sommeil profond, de mort, que l'on peut recevoir des choses de Dieu. Mais pas seulement de Dieu, mais aussi, comme un intercepteur, on peut recevoir des choses du monde spirituel. On connaît aussi le rôle du subconscient dans les rêves. Parfois, tout revient, des choses que tu ne contrôles pas, et qui viennent perturber tes rêves. Voilà. Alors, d'où l'importance de dominer son subconscient. On peut le dominer par une vie de relation avec Dieu, mais aussi une vie de sanctification. J'ai connu des gens qui avaient des rêves récurrents, les mêmes, pendant 3-4 ans, jusqu'au jour où il s'est mis en ordre avec Dieu pour une question très très pointilleuse, et du jour au lendemain, le cauchemar, qui était d'ordre plutôt sexuel, a pris fin. Et donc, je m'excuse, c'est pas toi de répondre, mais vraiment, il y a lieu de... Je me permets, on est à l'église quand même. Il y a lieu vraiment de creuser là-dessus. Hein. Ah ben, c'est quand je suis mort à moi-même que Dieu agit par moi. Et tant que je ne suis pas mort, Dieu ne peut pas se servir de moi. Et c'est ça aussi parfois que les gens spirituels, ils reçoivent des choses du monde spirituel parce qu'ils sont morts dans les sommeils profonds. Bon, c'est discutable. Alors, je vais répondre à la première question. On parlait du poids. Parce qu'on associe souvent le ronflement avec des personnes obèses. Alors ça, c'est ce qu'on apprenait à l'école de médecine. Moi, c'était il y a 20-25 ans. Le cliché de la personne qui a un syndrome d'apnée du sommeil, c'est une personne obèse de 50 ans qui fume, qui est diabétique, etc. Donc, qui cumule, en fait, qui coche toutes les cases pour faire un syndrome d'apnée du sommeil. C'était le cliché qu'on nous enseignait. En fait, il faut carrément oublier ça, parce que le syndrome d'apnée du sommeil, ça touche aussi les sujets minces. Ce n'est pas qu'une question de poids. Le poids est un facteur de risque, mais on peut être mince et avoir le syndrome d'apnée du sommeil. Par rapport à l'autre question, comme on connaît bien, de manière générale, on dit, voilà, on laisse une nuit pour réfléchir, ben, c'est exactement ça. Donc, la nuit permet justement de, comme j'avais expliqué, hein, le rôle du sommeil, c'est de traiter, d'éliminer certaines choses, d'organiser les pensées. Et c'est pendant la phase de sommeil profond, notamment le sommeil paradoxal, parce que le sommeil paradoxal est une partie du sommeil profond, c'est pendant cette phase-là où on va vraiment voilà, avoir ses rêves et puis traiter peut-être des choses inconscientes. Et on sait très bien que les choses inconscientes, ben, ça a des conséquences qui peuvent être très lourdes au niveau de la santé. Notamment les personnes qui ont une fibromyalgie. C'est un peu un diagnostic qu'on a donné à des personnes qui avaient toute une série de symptômes douloureux, mais finalement on n'arrivait pas à classer ça quelque part. La fibromyalgie, les gens, quand on leur dit ça, ils disent « Ah, ok, ça va, je suis soulagé, j'ai enfin un diagnostic ». En fait, moi, je me suis rendu compte dans ma pratique que finalement, j'avais ça souvent chez des personnes qui avaient vécu des attouchements sexuels, des viols et toute une série de troubles de cet ordre-là, de cet ordre sexuel. On ne me l'avait pas enseigné pendant les années de médecine. Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais interrogé la littérature et j'ai trouvé qu'en fait, c'est connu. Les attouchements sexuels, les viols, tout ça, ça a des effets. Et des personnes même qui oublient, qui rentrent dans un stade de déni, en fait, après, quand on leur pose la question, simplement, ça je le vois dans ma pratique, parce que maintenant, dès qu'on me dit fibromyalgie, je pose la question, je le fais de manière aussi cadrée, etc. Je ne pose pas comme ça d'emblée, alors vous avez eu ça. Mais dans 90% des cas, j'ai une réponse positive. Donc oui, l'inconscient, ça a un rôle important, et l'inconscient, il faut aussi le traiter. Parce que la définition de la santé, selon l'OMS, c'est la santé physique et mentale. Donc si on ne s'occupe pas du mental,
ben, le reste ne va pas aller. Le physique va se dégrader. Si on ne s'occupe pas du physique, le mental va se dégrader. Donc c'est une roue qui se répète incessamment. Voilà, si vous n'avez pas faim, ben, on peut continuer à se poser des questions. Sinon, ben, il y a un buffet qui va être servi, parce que je vois que les tables sont encore... Mais attendez, avant de vous goinfrer, avant, je vous annonce la prochaine conférence qui aura lieu encore ici. Donc voilà, on remercie de pouvoir bénéficier de ce lieu, le chauffage, l'électricité. Je remercie Gérald qui a la technique, parce que sans lui, je ne pourrais pas... On peut l'applaudir, oui. Je ne pourrais pas assurer tout ça. Je remercie aussi Anne-Sophie qui m'aide dans la communication. Je remercie aussi François qui fait les photos pour alimenter. Oui, on peut les applaudir aussi. Prochaine conférence, le 18 octobre, sur l'intelligence artificielle. Ça, c'est vraiment, voilà, ça va plaire à beaucoup d'entre vous. Opportunité aux menaces. Parce que je suis sûr que vous êtes déjà tombé dans le panneau de certaines publications, des images, des vidéos, des publications, des trucs sur TikTok, sur Instagram, etc. Et vous vous êtes fait berner, j'en suis certain. C'est Fabrice Nolac, donc lui, il est ingénieur en génie logiciel et entrepreneur tech. Donc c'est lui qui va nous parler de l'intelligence artificielle, 18 octobre, ici. Et ensuite, pour terminer, pour clôturer l'année, le 13 décembre, le professeur Samuel Fourfary. C'était lui qui était venu lors de la première conférence, c'est avec lui qu'on avait inauguré, et c'est lui qui va revenir pour terminer l'année. Donc lui, il est professeur, il est ingénieur, il est docteur, pas docteur en médecine, mais docteur en tout cas, il a fait un doctorat en ingénierie polytechnique. Il a travaillé 36 ans à la Commission européenne, dans tout ce qui était énergie, géopolitique. Il est d'ailleurs professeur de géopolitique. Il l'a fait à l'ULB, il est maintenant à Londres, dans une université, et il va nous parler de climat, CO2, la COP30 qui va avoir lieu, je pense, qui s'est faite. Quelles conclusions tirer des politiques climatiques? Alors, que ce soit l'intelligence artificielle ou le climat, le CO2, etc., ça vous intéresse tous, donc motivez-vous d'abord. Et encore une fois, je vous remercie d'être venus, même si j'espérais un peu plus de monde, comme à chaque fois. Mais merci d'être venu. Motivez votre voisin, votre collègue, votre patron. Motivez votre ado aussi. C'est pour les adultes et les adolescents. D'accord? C'est toujours porté pour tout le monde. Et vous êtes les bienvenus. Et donc, j'espère vous voir. Donc, pour rappel, les conférences sont gratuites. Vous avez l'urne là-bas. Si ça vous a plu, vous mettez ce que vous voulez. Si vous mettez rien, vous êtes les bienvenus aussi. Merci beaucoup. Et bon appétit.